Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Nous voilà dans notre live du dimanche. Comme vous le savez, c'est 52 live Facebook en 52 dimanches. Et là, je ne sais pas sûrement c'est notre dixième ou notre douzième dimanche. Il faut que je le compte. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Et on est avec Sila et Fatma. On va parler de peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Avant de commencer, laissez-moi saluer quelques personnes. Un grand bonjour à Keviné qui attendait ce live avec sa tisane chez elle. Et aussi un grand bonjour à François Anastasio qui nous rejoint sur le plateau dans le direct du direct. Et là, on a Tatam qui est de retour aussi. Voilà, notre caméraman officiel qui est de retour. En plus, c'est un sujet qui la passionne beaucoup, le sujet d'aujourd'hui. Et aussi à notre ami qui nous suit. Après, j'aurai son prénom. Et un grand merci aussi à Wendy Fell, notre technicien, voilà, qui a permis que le son soit aussi efficace. Et un grand merci à Joël Merlin aussi, voilà, pour ce micro que j'ai aujourd'hui. Et voilà. Bonjour Sila. Bonjour Fatma, les femmes d'abord. Ça va? Oui, très bien, et toi? Oui. Bonjour Sila. Bonjour Josué. Comment vas-tu? Oui, bien merci. En fait, pour la petite histoire, donc Fatma, c'est la première fois qu'on s'est croisés, mais on s'est parlé au téléphone et elle me suit oui, on s'est suivi aussi cette semaine sur Instagram et après sur Facebook et c'est Sila qui m'a permis de la rencontrer. Comme vous voyez, voilà, on va parler de peau noire, de cheveux crépus, voilà. Donc pour bien centrer les choses, en fait, c'est, comme vous voyez, c'est mieux se connaître ou sinon pour se réconcilier avec soi. Donc du coup, on va parler de culture africaine, on va parler, voilà, un peu de l'Afrique qui aura aussi des aspects occidentaux parce que, voilà, c'est jamais 203. Et Fatma, elle est étudiante en L3 droit à la fac. Et Sila, qui est passé de représentation, bah, je vous laisse parler. Salut tout le monde, je m'appelle Fatma. Enfin, tout le monde m'appelle Fatma parce que apparemment prononcer mon prénom c'est trop long. J'ai 23 ans, j'habite à Kehl. Je suis étudiante en L3 à la faculté de droit de Strasbourg. Et je suis là aujourd'hui pour pour parler de mes expériences personnelles en tant que femme noire, en tant que Napi, dans la communauté occidentale un peu. Et voilà, c'est ça. Sila. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Abdoulaye Sila, je suis étudiant en droit. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fois pour aborder des thématiques qui touchent qui touchent généralement les populations afro-diasporiques. Et donc on va parler de peau noire et de cheveux crépus, qui est justement des aspects phénotypiques que l'on trouve chez ces populations-là. Et on va également parler on va aborder cette problématique sous l'angle historique, mais également en faisant usage de la sociologie pour pouvoir justement dégager des explications plus cohérentes et plus pertinentes. À vrai dire, en fait, je veux dire quelque chose, en fait, c'est que... Bon, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais en fait, ok. En fait, on aura la possibilité de prendre 2 ou 3 questions dans le direct. Voilà, je sais que Kevin, elle aura des questions sûrement. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, comme ça, je pourrai prendre des questions. Donc, n'hésitez pas. Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Est-ce que quand on parle de peau noire, on parle de la couleur de peau? Ou est-ce que quand on parle de peau noire, on parle de l'origine d'une nation qui a vécu des choses? Est-ce que quand on parle de peau noire, on voit les Africains? Est-ce que quand on parle de peau noire, on voit les Arabes? Est-ce que quand on parle de peau noire, on voit les Asiatiques? Peau noire, cheveux crépus. Peau noire, pour toi, c'est quoi? En fait, moi, quand j'entends peau noire, je pense aux Africains, aux Afro-Américains.
à toutes les personnes de couleur un peu foncée. Enfin, tout ce qui se différencie de la peau blanche, quoi. Silla? Moi, je vais partir d'une lecture plus sociologique de ce sujet parce que, les Africains, tant qu'ils vivaient sur leur continent, ils ne se sont jamais vus comme étant des Noirs, en fait. Ils se définissaient peut-être en fonction d'une culture, d'une ethnie, d'une tribu, mais jamais en fonction de l'épiderme. Et ça, je pense que c'est quand même un éclairage qu'il conviendra justement de donner. D'autant plus que tout le monde sait que forcément que la peau que j'ai n'est pas forcément la couleur justement d'un jean noir ou bien d'une télévision de couleur noire. Je suis peut-être porteur de mélanine à une dose très forte d'ailleurs, mais ceci ne traduit aucunement que je sois au noir. Donc voilà, c'est très important. Donc la conception du noir, même la création du noir, le noir a été créé suite à un contact sociopolitique avec le monde blanc, qui s'est vu blanc dans son histoire à lui et qui nous a aperçus comme étant noirs d'un autre côté. Mais actuellement, finalement, le terme a été accepté par ce qu'on pourrait appeler les populations afro-diasporiques, qu'ils soient sur le continent ou même dans la diaspora. On s'appelle black ou nègre ou negra ou noir pour désigner la couleur de peau. C'est finalement laisser croire que la perception que l'autre se faisait de nous, finalement, a été admise. Mais ça s'explique aussi, parce que c'est dans un but également d'acceptation et de revendiquer sa négritude, ou même son africanité, au point que finalement, nous autres, en gros, on a accepté de se faire désigner par noir. Donc, noir, pour moi, ce serait porteur de mélanine, porteur d'une civilisation qui est la plus ancienne que l'humanité n'ait jamais connue, porteur d'humanité aussi, parce que l'humanité, elle était noire à la base. Donc c'est tout ça que regorge justement cette notion de noir, qui même si ce terme peut être galvaudé, peut être perçu de différentes manières, donc c'est une notion extrêmement flexible, quelque part péjoratif, ouais. Mais donc voilà. En fait, en parlant de péjoratif, il y a pas mal de gens, par exemple, qui te voient, qui te disent « Ah, toi, tu as été trop sous le soleil. » Merci. Voilà. Bon, en fait, voilà. Donc, on va parler de tout ça. On va déjà cadrer les débats. Donc, il faut que personne se sente visé, en fait. Donc là, on va parler de choses, de mentalité, des choses de science. Donc, du coup, ne vous sentez pas visé au cas où il y a des choses qui ont été dites, en fait. Donc, cheveux crépus. Et quand j'ai vu Fatma, j'ai demandé, est-ce que ce sont tes cheveux? Oh, c'est beau quand on voit ses cheveux. Donc, Fatma, comment te sens-tu dans la vie de tous les jours avec tes cheveux? Ma vie de tous les jours. En fait, ça a été un long processus pour moi-même d'accepter mes cheveux crépus. On est tous passés par le défrisage, je pense. Bon, peut-être pas toi, mais... Non, pas encore. Et j'espère jamais. Non, je pense. Mais pour moi, les cheveux crépus, ils ont toujours été synonymes de beaucoup de travail, difficile à manier. En fait, c'est des cheveux qui ont vraiment besoin de beaucoup de temps, beaucoup de douceur, parce qu'il faut être vraiment doux avec les cheveux, sinon ils se cassent, ils s'abîment. Et avoir mes cheveux crépus, ça a eu un changement dans ma vie. Je me rappelle quand j'ai commencé à porter mes cheveux afro, j'ai reçu pas mal de moqueries venant parfois de mes proches. Et j'ai dû vraiment m'en foutre du regard des autres et m'accepter moi-même comme je suis, accepter mes cheveux comme ils sont et apprendre à les aimer comme ça. Et j'ai pu remarquer que quand je sortais avec mes cheveux comme ça, lâchés, j'avais beaucoup de regards sur moi. Et parfois, c'était pas des regards vraiment que je prendrais dans le sens positif, mais des regards qui me faisaient comprendre que c'était quelque chose d'inhabituel pour eux. Et au début, c'était très vexant, mais maintenant, je me sens confiante. Et pendant qu'on parle de cheveux crépus,
en fait, il y a pas mal de femmes hein, qui disent que c'est beaucoup de travail de prendre soin de leurs cheveux. Donc, c'est plus simple de les lisser. Voilà, donc j'aimerais entendre ce que tu dis. Je pense que si là aussi il y aura quelque chose à dire, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est une réalité? Je trouve que ça dépend de chaque personne. Dire que les cheveux crépus sont difficiles à entretenir, et donc c'est la raison pour laquelle on va les défriser, enfin les lisser, je peux comprendre pour certaines personnes. C'est pas tout le monde qui a le courage, la patience surtout, de s'occuper de ses cheveux crépus. Donc certains décident de les lisser. Bon, dans un sens, on peut se dire que si tu n'as pas le temps de t'occuper de tes cheveux, il suffit juste de faire des coiffures protectrices, comme des nattes collées, des tissages, des perruques, tout ça, ça aide à économiser son temps, quoi, et à protéger ses cheveux en même temps. On n'est pas forcément obligé de les défriser. Si là, tu dis quelque chose. Donc voilà, toujours dans cette lecture historique, en fait, donc justement pour rappeler donc la thématique, pour voir cheveux crépus d'une aliénation, il y a certaines personnes qui m'ont quand même fait la remarque comme quoi qu'ils ressentaient une sorte d'irritation dans la formulation même du sujet. Comme si je faisais un procès d'intention aux uns et que je culpabilisais les autres de ne pas s'accepter tels qu'ils sont. Et je rappelle que sociologiquement, l'aliénation, ça veut juste dire qu'on s'éloigne de soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que justifie le fait qu'un peuple tout entier peut-il avoir des cheveux sur la tête et se dire, en gros, qu'on ne sait pas s'en occuper? Et comment est-ce qu'un peuple tout entier peut-il adopter des codes esthétiques qui lui sont totalement étrangers? Et comment ça se fait en gros que ce même peuple peut-il adopter des esthétiques qui le dénature totalement, qui le défaisait de son entièreté la plus absolue, pour finalement la réduire qu'une copie pâle de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Et c'est manifestement se traduit par tout simplement l'aliénation, par un éloignement de soi. Et historiquement, ça se traduit. Et donc, à partir du moment où les gens, où les Africains, notamment au XVe siècle, ont été... Déjà, je commence mes recherches. Comme je dis, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche la population afro-diasporique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ce terme, c'est-à-dire les Africains du continent et les gens de la diaspora, descendants d'Africains. Et donc, j'étais heurté quand même à une difficulté majeure. Parce que c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de matière. Donc les sociologues, qu'ils soient blancs ou même noirs, ne s'intéressent pas vraiment à cette problématique-là. Du coup, il fallait chercher des sources, il fallait chercher des connaissances, il fallait réunir des connaissances pour justement trouver corps à ces problématiques-là. Premièrement, j'ai pu trouver un ouvrage qui a été rédigé par un Africain-Américain du nom de Willie Morrow, qui a été coiffeur et qui par la suite est devenu docteur en sociologie. Donc il a rédigé 2 ouvrages, Cosmétologique et 100 Years Without Count, qui se traduit littéralement 400 ans sans le peigne, ou 400 ans donc voilà, avec la marginalisation du peigne. Il parlait du peigne afro. Donc ce qui se traduit également, donc je fais ce travail de recherche en essayant de m'intéresser à la vie des Africains dans les Amériques. Donc quand les colons blancs justement ont déporté les Africains, ils posent un regard qui relève de l'ordre du mépris. C'est quoi ce corps noir? C'est quoi ce cheveu noir? Donc ils ne comprenaient pas. De toute façon, c'est des gens qui n'ont pas eu de rapport, mais là on est vraiment dans la proximité. Et vu que le regard qu'on pose sur son cheveu et sur son corps, c'est un regard méprisant. De plus, il était en totale domination. Ils étaient des esclaves. C'est des gens qu'on a réduits en esclavage de force. Et quand il a demandé également du temps au maître pour consacrer à son hygiène corporelle et à ses cheveux, le maître n'a rien compris.
Parce que tu t'es dit, mais c'est quoi? Il est noir, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Il est bien comme ça. Il est nègre parce que c'est sale. Il n'a rien compris. Et là, on voit beaucoup de préjugés qui sont nés à cette époque de l'ignorance des Blancs vis-à-vis des Noirs. Et cette ignorance n'a jamais été prise en revue. Et à partir de là également, va aussi s'ajouter, on voit aussi que une préférence sera faite quand la peau donc s'éclaircit à partir également des relations maître-blanc. Des relations maître-esclave, il y a des mulâtres, des métis qui vont naître, et à partir de là, les esclavagés femmes. Est-ce qu'on peut vraiment parler de relations? Parce que c'était quand même pas consenti des deux côtés. Donc voilà, il est vrai que quand même la plupart du temps, pour ceux qui ne savent pas, la plupart du temps, des relations maître-esclave dans les colonies, c'était des viols. Donc voilà, c'est généralement le maître qui violait son esclave à son insu, généralement de force. Et donc les gens qui sont issus de ces relations seront les privilégiés parce qu'on se rend compte finalement que les préférences seront faites que les préférences sont faites d'ailleurs quand la peau s'éclaircit à travers ces relations-là. Et à partir de là, les esclavagés femmes vont élaborer deux types de catégories, la catégorie du beau et du bon cheveu et du laid et du mauvais cheveu, c'est-à-dire le cheveu crépus. Parce que à travers le cheveu du métis, le peigne européen, le peigne du blanc passe relativement facilement. Contrairement au cheveux crépus, où le peigne du maître a du mal à passer. Je l'ai vécu. Hein. a du mal à passer. Et donc c'est tout ce comportement-là qui se traduit par un déni total de soi-même, ce qui induit en gros un comportement acculturé de ces gens-là, du peuple noir d'une manière générale, à vouloir se changer pour ne pas à subir le regard méprisant qu'on pose sur son corps et sur son cheveu. Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce live Facebook. On parle de culture, on parle de couleur de peau, on parle d'africanisme. Et l'histoire d'une aliénation, on doit le prendre comment? Est-ce qu'il y a une folie? Bon, en fait, est-ce qu'il y a une certaine résignation ou le fait, on dit, j'accepte l'image de l'autre, de m'accommoder à l'autre. Comment on doit prendre ce terme? En fait, moi, je pense que je suis juste dans l'explication. Je dis que si les Noirs ont adopté, si nous avons adopté aujourd'hui les comportements que nous adoptons, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas eu une transmission. Tout simplement. Parce qu'il faudra le dire, il y avait un ordre dans les sociétés africaines, justement, et qui n'était pas aussi standardisé comme dans les sociétés occidentales, par exemple. Et les Africains ont créé une panoplie de coiffures extraordinairement montées et qui faisaient également l'objet de compétitions et de concours intertribus pour savoir quelle est la coiffure la mieux montée, quelle est la coiffure la mieux placée, et cette architecture même parce qu'il y a une architecture dans la coiffure du cheveu crépus que le cheveu afro seul permet. Que seul le cheveu afro permet, car c'est le seul cheveu parmi les êtres humains qui présente la texture qu'il a. Et donc les occidentales et les femmes d'ailleurs ont essayé d'adopter ces modes, mais elles ont dû se rajouter pas mal de postiches pour rembourrer, pour qu'il y ait de volume. Donc voilà. Et premièrement, il y a ça. Deuxièmement, je suis dans l'explication du fait que si nous avons adopté ces comportements, c'est parce que tout simplement, on a été totalement aliénés dans le sens où on s'est éloigné de nous-mêmes pour finalement s'approcher au canot du corps blanc. Et par la suite, dans les colonies notamment, plus la peau, avec ces métis-là, plus la peau est claire, plus il s'éloigne donc du corps noir et s'approcher du corps blanc, plus c'est mieux, plus c'est accepté, plus les cheveux également sont lisses, sont acceptés comme beaux, comme valables et comme regardables. Et à part de là, on va avoir deux catégories, bonne chivée, comme le dit en créole notamment, et belle chivée ou beau chapin, beau chabin. Il y a des nuances, mais ce qui donne naissance également du colorisme et une compétition extrêmement nocive au sein des mêmes groupes sociaux. Et Fatma,
En fait, là, je vais répondre à la question. Bon, est-ce que tu penses que le fait d'avoir des cheveux crépus ou de changer est-ce qu'il y a un côté d'éducation qu'on a reçu de nos parents? Et est-ce que tu penses? L'acceptance de mes cheveux crépus, c'est venu de moi-même en fait. Bon, je peux me rappeler qu'à une certaine période, mon père, il tenait vraiment à ce que j'arrête de me défriser les cheveux. Mais pour moi, j'étais à un âge où j'avais pas encore la maturité de m'occuper de moi-même en fait. Et du coup, c'est venu plus tard. Concernant l'aliénation, moi, je pense que ça se fait de manière automatique. Et justement, comme tu l'as dit, l'éducation. Nos parents sont... Enfin, ils sont nés à une période... Ils ont vécu à une période où le défrisage, où la volonté de ressembler de plus en plus aux Blancs, elle était encore forte dans la communauté noire. Maintenant, elle existe encore, mais elle se diminue de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose de positif. Ouais. À vous qui se demandez pourquoi ce sujet, pourquoi ce live Facebook, en fait, c'est pour juste dire à une ou deux, trois personnes, voilà ce qu'il en est et voilà ce qu'il en était, avec Silla qui nous ramène ce côté historique à ses manières, avec sa passion, et Fatma qui va nous ramener ce côté expérience de tous les jours. C'est vrai que, bon, Silla a dit qu'on n'est pas noir. Bon, c'est vrai que j'ai la peau, voilà, j'ai beaucoup de mélanine, et voilà, mais par contre, elle a les cheveux crépus, donc l'exemple de notre sujet. Et tout à l'heure, on a parlé de colorisme, en fait. Donc du coup, dans le sens où, par exemple, je sais que beaucoup de gens vont voir les Sénégalais ils vont dire qu'ils sont très noirs. Bon, entre guillemets, hein, donc du coup, j'ai pas envie de me faire lyncher par les Sénégalais, que j'aime beaucoup. Et d'autres vont dire, par exemple, que d'autres sont moins noirs, d'autres sont métissés. Qu'est-ce que tu en penses? Le colorisme se passe principalement au sein de notre communauté elle-même. Et c'est vraiment désolant de voir des trucs comme ça. Mais au sein de la communauté noire, il y a la majorité des gens qui pensent que plus t'es clair de peau, plus t'es beau. Plus t'as des traits fins, plus t'es beau. Plus t'as des cheveux lisses, plus t'es beau. Et moi, ce qui m'énerve sur ce sujet, c'est que si on est divisé au sein de nous-mêmes, comment est-ce qu'on veut combattre les inégalités qu'on subit tous ensemble? Et le colorisme, il y a un clip qui est sorti la semaine dernière. Non, c'était cette semaine, au début de semaine ou fin week-end dernier, et que tu avais partagé, Black Hypocrisy. Oui. De Spice. Qui me l'a envoyé. De Spice. Merci Kevin. Et justement, en fait, ce qu'elle avait fait, l'artiste, c'est qu'elle avait posté une photo d'elle sur Instagram. Une photo d'elle où elle était complètement blanche. Comme si elle s'était dépigmentée la peau. Et il y a énormément de gens au sein de la communauté noire qui ont réagi, qui l'ont insultée, qui étaient déçus de son comportement. Sauf qu'ils se rendent pas compte, en fait, que c'est la pression que eux-mêmes ils mettent sur les gens de leur communauté qui les pousse à faire des trucs comme ça. Et au final, il s'est avéré que c'était juste de la promotion pour son nouveau clip. Et j'ai adoré le clip, vous devrez aller le voir. Donc, avant de poser la même question, Kevin, elle a réagi pour dire, voilà, en fait, même avant d'aller dans les conséquences de l'esclavage, les conséquences du colonialisme, j'y arriverai. Et il y a cette question de famille, comme tu as dit, c'est cette question d'éducation, parce que déjà, entre nous, on a ce préjugé. Déjà, entre nous, on se crée des clichés, donc du coup, avec ce complexe d'infériorité qu'on a souvent. Donc, je tiens à dire, d'abord, je rebondis sur ce que Fatma disait tout à l'heure, c'est qu'il est important de dire aux gens de sortir de cet aveuglement, comme quoi que tout est lisse et beau, tout ce qui est clair de peau est beau.
la nature nous a créés divers. Il n'y a pas à regarder sa couleur, il faut lui foutre la paix. La mélanine, c'est jusqu'à aujourd'hui qui a sauvé l'humanité. Parce que l'humanité est née en Afrique et il fallait que la peau fût noire, fût pigmentée pour que l'humanité ait une chance de vivre et de survivre. Parce que là où elle est née, les rois ultraviolets étaient forts. Il fallait qu'elle soit colorée, qu'elle soit pigmentée. Ceux qui ont laissé le continent et qui ont allé faire leurs affaires ailleurs se sont adaptés à autre chose. La peau s'est éclaircie à travers le temps, justement. Et c'est vrai qu'elle parchemine très vite. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes le seul groupe qui ne s'appartient pas. Le seul groupe qui passe tout son temps à subir le modèle des autres sans se questionner. Deuxièmement, quand nous-mêmes nous imposons une dictate de beauté qui nous est étranger, c'est comme si en gros nous faisions une sorte de génocide contre soi. Je veux dire qu'on se mettait tout seul au fait, on se mettait tout entier mais à la poubelle. Et il n'y a rien de plus atroce que cela. Et je tenais également à dire que l'UNESCO a classé en 2011, pour ce qui est de la pratique du défrisage et de l'usage des produits éclaircissants, comme étant des séquelles psychologiques de ce qu'est la traite négrière transatlantique. Donc là, on est très loin. Et au-delà même de tout ça, c'est des problèmes, en gros, qui en résultent finalement des problèmes de santé publique. Parce que tout le monde sait que l'usage qu'on utilise, les produits éclaircissants, la plupart du temps, sont fabriqués à partir de dermocorticoïdes et d'hydroquinone. Et c'est des produits cancérigènes. On y arrive. En fait, comment ça s'appelle? C'est le Joko, non? Le Choco. Le Choco. Enfin, il y a plusieurs appellations. Par exemple, le fait, chez moi, au Sénégal, on dit le Ressel. Au Cameroun, on dit le décapage. Chacun, en gros, elle adopte en fonction de son vocabulaire. Donc voilà. En France, on dit le Choco. Ok. En fait, on va attaquer ce sujet. Avant, on va dire que chacun fait ce qu'il veut. Déjà. Chacun fait ce qu'il veut. Soit vous mettez du choco, je ne sais pas, de la farine, je ne sais pas, de la peinture. Vous faites ce que vous voulez. Donc là, on va parler à ceux qui veulent pas faire ce qu'ils veulent, mais au moins avoir un conseil pour savoir comment ça en est. Je ne suis pas dans l'injonction et il ne faudrait pas parler comme ça, au fait, Josué. Moi, je pense que c'est quand même dangereux. Parce que je tenais juste à dire à ceux qui nous regardent, peu importe votre couleur, tant qu'on vit dans le corps qui n'est pas le sien, on ne peut pas s'accomplir humainement, je veux dire. Deuxièmement, il est aussi nécessaire de savoir, d'autant plus que quand on fait partie du groupe humain dont on dit qu'il est le plus pauvre de l'humanité, de la planète, et qui fait partie aussi, et que nous passions tout notre temps à vouloir nous défaire, à vouloir nous changer, en faisant des dépenses souvent extrêmement coûteuses au lieu d'investir sur nous-mêmes, sur l'éducation de nos enfants. Je pense que c'est une perte de temps énorme. Et du coup, on est particulièrement vulnérable. Je voudrais bien rajouter quelque chose sur sur ce que tu viens de dire. Chacun fait ce qu'il veut. Je trouve qu'en tant que minorité, on peut vraiment pas faire ce qu'on veut parce que les conséquences d'une seule personne, les actes d'une seule personne peuvent se projeter sur toute une communauté. En tant que noir, on est jugé constamment. Et le fait qu'une seule personne ait un mauvais comportement, tout le monde subit les conséquences. C'est atroce. Bon, oui, on va dire, malheureusement, c'est question de cliché. Mais moi, laissez-moi vous dire que moi, dans la vie de tous les jours, je me considère comme un être humain en général. Donc, du coup, voilà. Bon, tout en gardant mon identité, mais voilà. Et un grand bonjour à Lamotalin, mon grand frère, qui vient de se connecter à mon live Facebook. Donc, d'où vient cette histoire où nos femmes noires ou nos hommes noirs vont vouloir se comparer à l'image, à l'aspect occidental, entre guillemets, pour pigmenter leur peau ou même pour lisser leurs cheveux. En plus, beaucoup aiment bien... Donc voilà, donc je vais répondre à cette question en donnant justement, c'est à partir de l'instant où le noir va se sentir insupportable à lui-même. C'est-à-dire le regard qu'on pose sur son cheveu et sur sa peau, c'est des regards extrêmement méprisants et péjoratifs. Et quelque part qui se rapprochent de l'animal.
on l'animalise. C'est un être qui a été déshumanisé. Et vu que justement, il ne peut rien faire, tout ce qu'il peut, il n'a qu'à sa force de subir. Il ne pourra pas du tout manifester une résistance qui soit à la hauteur de ceux qui le maintiennent dans ce statut. Et n'oublions pas, avant que les Africains ne soient mis en esclavage, on avait pris le soin de les exposer dans des codes et dans des statuts. On se rappelle du code noir. Et le noir était ça, le blanc a voulu d'un noir comme d'un outil comme son tractopelle, tractomachin, avant l'heure, quoi. Faudrait pas aussi oublier les expositions qui Les expositions également. Le sauvage a été créé. Les gens ne le savent pas, mais c'est des gens qu'on est allé chercher en Afrique et même en océan Indien, dans l'océan Indien, pardon, et à travers les musées humains. C'était dans le but de légitimer en gros des crimes, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, en disant que c'est des gens bestiaux qui n'ont pas de civilisation, incivilisés, incultes, pour justement essayer de donner de tromper en gros l'opinion européenne face à ces exactions commises ailleurs. Et je profite également j'en rebondis également pour dire que les Africains se connaissaient parfaitement. Ils avaient déjà élaboré donc des systèmes d'hydratation parce que les latitudes dans lesquelles ils vivaient étaient extrêmement chaudes. Du coup, ils avaient élaboré des systèmes d'hydratation pour nourrir leur corps. Ils avaient également créé des systèmes d'hydratation pour leurs cheveux. Le peigne afro, qui est un peigne bien taillé, bien poli, qui était conçu en parfaite connaissance de la nature de la nature bouclée des cheveux. Et du coup, c'est un peigne qui n'accrochait pas, qui rentrait dans la boucle et qui la ressortissait. Contrairement aux Occidentaux où le peigne européen prenait le cheveu à la racine et l'amenait à l'extérieur. Donc, quelques temps plus tard, le peigne afro va devenir un objet culte. Et quand j'entends aujourd'hui certaines femmes me dire mais il faudra se défriser parce que ça passe plus vite, je pense qu'ils ne connaissent pas leur histoire parce que les Africains ont créé la seule technique de coiffure qui permettait d'aller beaucoup plus vite, Fatma l'a mentionné tout à l'heure, à travers les nattes. Et on ne se coiffait pas tous les jours et ça ne signifiait pas qu'on était malpropre parce qu'on avait justement toutes les techniques nécessaires pour entretenir son hygiène et entretenir également le soin du cheveu. En fait, toute la question, c'est comment vivre, comment s'épanouir sans se laisser imbiber, sans se laisser influencer par tout ce passé qu'on a connu. Malheureusement, Dieu seul sait pourquoi. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. C'est comment être soi-même. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Comment être soi-même, comment garder son identité. Fatma, quand tu es petite, tu avais une poupée noire ou une poupée blanche? Je n'ai jamais eu de poupée noire. J'ai eu des Barbies, elles étaient blanches, avec les cheveux blonds, toutes fines. Mais les poupées... Enfin, je pense que moi, personnellement, mes enfants, ils auront que des poupées noires pour s'identifier à eux. Le fait d'avoir une poupée blanche, pour moi, ça n'a absolument aucun sens parce que ça ne me ressemble pas. C'est logique. Mais je pense que ça, c'est parce que ça revient aux critères de beauté, en fait. Et à l'aliénation, surtout. Ouais, aussi. exactement. Parce que c'est finalement laisser croire que les parents noirs n'ont même pas le courage ils ont idéalisé en gros une norme qui serait la norme standardisée de la beauté qui relève également de l'apparence d'un autre groupe ethnique et on se défait carrément pour vouloir lui ressembler. Et pour répondre à cette question, je pense que la poupée c'est un objet identitaire déjà sociologiquement qui sert à projeter l'enfant vers ce qu'il est réellement ou bien vers ce qu'elle est. Et la fille noire, c'est la seule fille au monde qui n'a pas cet objet identitaire-là. C'est la seule fille que l'on construit avec l'identité des autres. C'est la seule fille à qui on donne une poupée à la peau claire et aux cheveux lisses. Ou même les hommes aussi qui sûrement ont eu des jeux de Superman, je sais pas, pas mal de... Mais justement, déjà, concernant les poupées noires, je trouve que en fait... Déjà, il suffit pas seulement d'avoir une poupée noire. Il suffit d'avoir une poupée noire qui représente vraiment, vraiment la femme noire. Bien sûr. J'ai vu une image qui circulait il y a quelques mois sur Twitter. C'était
l'image d'une poupée noire et d'une poupée blanche. Déjà, j'ai remarqué plusieurs trucs sur la photo. Il y avait, déjà, pour commencer, la poupée blanche, elle était plus chère que la poupée noire. La poupée noire, elle avait un nez vraiment épaté, des grosses lèvres, qui n'est absolument pas la représentation des noirs. On n'a pas tous un gros nez et des grosses lèvres. Et je trouvais ça vraiment blessant. Et je pense que si on veut vraiment être représenté dans ce secteur, il faudrait que les gens de notre communauté, ils se lancent dans ce domaine. Donc pour rebondir sur ça, Fatma a totalement raison parce que je termine mon raisonnement. Premièrement, d'autant plus que c'est la seule fille également à qui ça pose un problème d'avoir une poupée noire comme elle. Et donc, premièrement, c'est problématique au fait, parce que comment pourrait-on... D'autant plus que le véritable problème, c'est que quand les parents veulent prendre conscience de l'ampleur ou bien du drame et qu'ils s'investissent également à trouver une poupée noire, ben là, ils ont tous les problèmes du monde au fait. Premièrement, ils n'en trouvent pas. Deuxièmement, s'il en trouve, cette poupée ne sera pas aussi belle comme l'enfant l'entende. Troisièmement, les Africains-Américains ont essayé de prendre à bras le corps ces problématiques. Les enfants noirs des États-Unis, par exemple, en Amérique du Nord, ils sont habitués à avoir des supports noirs dans les papiers d'emballage, dans les jouets. On a eu l'exemple de Black Panther. Et bien avant cela, il y avait également pas mal d'exemples. Et les enfants noirs, d'ailleurs, n'ont pas cette possibilité-là. Et du coup, ils consomment autre chose que ce qui leur ressemble et ce qui leur met en valeur. Il y a un film qui a été tourné en 2015, toujours aux États-Unis, qui s'appelle « Maman a les cheveux comme moi ». Je vous invite à le visionner. Il y a aussi « Good Hair » qui a été publié en 2008 et qui a lancé le mouvement Nappy qu'on connaît actuellement. Et dans ce film-là, l'enfant avait une maman qui se défrisait les cheveux. Et l'enfant, quand il dit « Maman a les cheveux comme moi », si maman a les cheveux défrisés, l'enfant va percevoir cela psychologiquement comme étant une anomalie. C'est logique. Et elle ne pourra pas se construire sereinement. C'est pour cela que je dis aux gens, tant qu'il est nécessaire justement pour donner son enfant, pour lui transmettre une image positive d'elle-même, il est impératif de lui donner une image qui lui ressemble. D'autant plus que donner une poupée noire, une poupée noire au vrai sens du terme, avec les cheveux crépus et tout ce qui va avec, phénotypiquement, ça a du sens. Parce que quand l'enfant... Que font généralement les petites filles avec leurs cheveux? Elles les coiffent, les recoiffent et les recoiffent avec ça. C'est ça le but de la poupée, véritablement. Et quand la petite fille grandit jusqu'à l'adolescence, à l'âge de 15 ans, comme Fatma l'a dit, ben, elles sont livrées à elles-mêmes. Ouais, et elles s'identifient aussi à la poupée. Bien sûr, ouais. Et d'autant plus qu'à l'âge de 15 ans déjà, la fille qui jouait avec la poupée blanche, en gros avec les cheveux lisses, quand elle touche ses cheveux, elle est totalement déconnectée avec la réalité de ses cheveux. Elle se dit, ah, mais c'est quoi ça? Je ne me rappelle pas d'avoir une familiarité avec ce que j'ai sur la tête. Et le regard de la société sur ça n'est pas vraiment une aide. Elle ne développe pas, en gros, une sensibilité tactile avec ses propres cheveux. Du coup, elle va se mettre dans des routines extrêmement délétères, donc du défrisage et du dénigrement de soi. Je vais encore citer Kevin, et voilà, on a pas mal parlé cette semaine sur le sujet qu'elle a tant attendu. Est-ce que le fait d'avoir des cheveux crépus ou des cheveux lisses, est-ce que ça change le regard des hommes quand ils te voient? Moi, je te vois comme une jolie femme. Oh, Seigneur, merci pour la création. En fait, merci. Oui, voilà, est-ce que ça change? Moi, personnellement, le fait que j'ai des cheveux crépus, enfin, le fait que j'ai des cheveux crépus, soit bien vu ou pas par les hommes, je m'en fous. Du moment où moi, personnellement, je me sens bien dans ma peau, le regard des hommes sur moi, ça me passe au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête. Mais, il faudrait aussi remarquer qu'en 2018, les hommes, ils commencent à aimer les femmes avec les cheveux crépus de plus en plus. Bon, ça a évolué. Donc, en fait, je voulais dire ça, en fait, pour arriver à une question. En fait, asseyez-vous bien, accrochez-vous, parce que ça va un peu décoller. En fait, c'est une question un peu délicate, mais comme on assume tout, c'est la liberté d'expression. Je vais poser la question que Kevin a soulevée.
de nos jours, ou même avant, il y a beaucoup, en fait, bon, je vais parler de femmes ou d'hommes, beaucoup d'hommes noirs vont sortir ou vont se marier avec des femmes occidentales, donc du coup des femmes blanches. Des caucasiennes, voilà. je préfère. Et j'aimerais bien est-ce que répondre à cette question. le fait que la femme noire, elle va vouloir lisser ses cheveux, elle va vouloir ressembler à la femme blanche, est-ce que c'est pas est-ce que l'homme noir ne cause pas cela, le fait que, parce que elle sait que l'image pour plaire, faut être blanche. Donc si elle décide de se pigmenter la peau ou être moins noire ce qu'elle est, c'est parce que pour se rapprocher. Donc est-ce que les hommes noirs sont pas la faute de tout ça? Moi, je pense que la question elle n'est pas très bien formulée dans ce sens-là, personnellement, parce que je sens une sorte d'irritation dans cette question, justement. La formulation elle est un peu, peut-être que c'est un peu caricatural, mais un peu enfantine, parce que la problématique elle est beaucoup plus sérieuse que ça, personnellement, parce que la femme ne se défrise pas ou bien ne se décolore pas la peau pour ressembler à la femme noire, à la femme blanche, mais elle le fait parce que tout simplement le regard qu'on pose sur son corps et sur ses cheveux, c'est un regard méprisant. Elle n'a pas bien dans sa peau et bien également vis-à-vis de la société qu'elle rabaisse sans cesse. Oui, et donc du coup, dans un sens, se ressembler à l'image qu'on lui donne. Oui. Donc du coup, l'image qu'on lui donne, c'est de peau claire et lisse. Et accepter la formulation que tu as proposée, c'est finalement accepter qu'il y aurait une valeur universellement mondiale pour ce qui est de la beauté. Parce que qu'est-ce que c'est que la beauté? Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un beau cheveu? Je vais poser la question à... Il y avait une fille, elle est antillaise, elle a les cheveux crépus certes, mais avec des boucles plus ou moins détendues. Elle m'a dit, mais si là, tu comprends pas qu'il y a des beaux cheveux. Les beaux cheveux, c'est les cheveux lisses. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un beau cheveu? C'est comme, je sais pas, c'est comme la musique, c'est comme la danse, c'est totalement relatif. Ça dépend des époques, ça dépend des cultures et ça dépend des peuples. Et quand je vous dis que je ne reconnais pas de beaux cheveux, c'est tout cela qu'il y a derrière. Justement, concernant ce qu'il vient de dire, les beaux cheveux, même au sein de la communauté, des gens les filles naturelles, les femmes qui portent les cheveux afro, même au sein de cette communauté, ils distinguent la beauté des cheveux. Plus tes cheveux sont étirés et bouclés, plus tes cheveux sont beaux. Quand tes cheveux sont crépus comme les miens, ils sont mal vus, quoi. Voilà. Et par exemple, Diane, que je salue, elle avait parlé quand on avait fait le café et débat live sur la confiance en soi. Elle disait qu'on la voyait mal, par exemple, quand elle arrivait à un entretien d'embauche, la dame lui dit, et tu viens travailler avec ça là? Waouh, je vois déjà. Tu vois, voilà. Je vois déjà donc du coup, oui, c'est vrai que. Mais moi, ma question, c'était en fait, dans le sens où les gens qui le font, en fait, vont peut-être se dire que, vu que c'est l'image qu'on doit avoir, donc moi, je décide d'être comme ça. Je tenais aussi à préciser que tous les canons de beauté, tous les canons, d'une manière générale, sont définis en dehors de nous. Les canons de beauté, les canaux de réussite sociale, parce que par exemple, même les canaux de pouvoir d'achat, par exemple, parce que quand nous disons j'utilise des produits ethniques, des rayons ethniques, je me trouve dans les rayons ethniques, c'est exotique. À chaque fois, nous sommes à la définition, nous nous plaçons dans la définition de l'autre. Qu'est-ce que c'est que des produits ethniques? Ouais. C'est extrêmement violent ces propos, et sociologiquement ceci peut s'expliquer, et généralement ça traduit une réalité extrêmement violente et de dénaturation, voire même de mépris de certains peuples ou bien de certaines cultures. Et les canaux de réussite sociale également, il ne faudrait pas s'afficher à dos nègre quand on réussit. Ça ne le fait pas, c'est pas beau, c'est pas joli. Du coup, il faudra épouser une femme d'autres peuples ou bien d'autres cultures. Et la plupart du temps, ceux qui font ça, ils ne se contentent pas d'épouser certains hommes justement afrodescendants. Je veux citer. Ils ne se contentent pas uniquement d'épouser des femmes d'autres cultures ou bien d'autres ethnies. Mais non, ils font une essentialisation constante et un mépris constant de propos extrêmement péjoratifs qu'ils véhiculent à longueur de journée à l'endroit de la femme noire.
Alors que je tiens à préciser, depuis que le monde est monde, c'est la seule femme qui a obtenu sa place sans avoir à la revendiquer. Je pense que les footballeurs, quand ils épousent une femme blanche, ils ont l'impression d'avoir réussi, enfin socialement. Parce que la vision que les gens ont de la femme noire, c'est que la femme noire, elle est brutale, la femme noire, elle est sauvage, la femme noire, elle sait pas se comporter, elle est agressive. C'est ils ont une vision vraiment péjorative de la femme noire, et ça doit vraiment cesser. On parle de cheveux crépus, peau noire. On parle de se réconcilier avec soi, en fait. S'accepter comme on est. Parce que si là, il a dit une phrase que j'aime bien. Tant qu'on voit dans le corps, voilà, les choses qui ne nous... Quand on passe le temps pour ne pas assumer son corps, on ne peut pas se divertir, on ne peut pas s'épanouir. Donc, on va bientôt finir, mais en fait, c'est quoi là? Bon, il n'y a pas de solution absolue. Donc, c'est quoi tes conseils? Mais on va revenir parce qu'on a un petit sujet qu'on avait parlé, qu'on va dire après. C'est quoi tes conseils dans le sens où une femme ou un homme qui nous regarde, qui a des cheveux et qui peut-être pense que demain il va chez le coiffeur, il va les lisser, ou un ou une qui est en train de préparer son choco pour voilà, pour prendre un peu d'éclaircissement, qu'est-ce que tu proposes comme conseil? Je trouve que l'acceptance de soi, c'est un travail qu'on fait personnellement. Il n'y a pas vraiment de conseils qui fonctionnent sur tout le monde. C'est vraiment, il faut prendre vraiment du recul, se poser dans un coin, se couper du monde et se demander, qui est-ce que je suis? Est-ce que je veux vraiment être ce qu'on me définit d'être? Il faut vraiment travailler sur soi personnellement et psychologiquement. Et Amadou a dit, il faut que tu donnes des solutions supposées, des vraies solutions. Oui, ça aussi, c'est une solution. Donc, du coup, le fait de prendre du recul, voilà, donc de savoir vraiment qui on est. Donc, je tenais aussi à dire que certaines femmes également qui disent, mais écoute, si là, les cheveux crépus, c'est très difficile à entretenir, je dis que vous n'avez encore rien compris. Et ce qui justifie justement cette aliénation, c'est un point essentiel que j'ai failli oublier d'ailleurs, heureusement, c'est que l'Africain faisait tant de choses durant le temps ou pendant le temps qu'il consacrait à sa coiffure. Du coup, parce que durant la période durant la période qu'il consacrait à sa coiffure, il transmettait tant de valeurs à l'enfant. On se repassait les généalogies. On dirait ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père. On a profité également pour lui inculquer des valeurs morales à travers les contes, justement. On a profité également pour la socialiser avec la communauté. Et quand l'Africain est déporté, quand son temps également était destiné à servir le maître, du coup il n'avait pas ce temps, vu que dans sa civilisation il prenait ce temps-là, le maître n'a rien compris. Et le conseil? Moi, j'ai pas de conseil à donner justement aux femmes noires. Je suis dans l'injonction, après tout en universitaire, donc en apprenti chercheur. Tout ce que j'ai à dire aux femmes noires, c'est que s'ils prennent le temps de mieux connaître leur histoire, j'explique, je parle parce que je connais bien l'Afrique. Et s'ils prennent le temps également de consulter des manuels d'histoire sur leur civilisation, sur leur culture, je pense que ça va beaucoup aider. YouTube peut aussi aider. Hein. YouTube peut beaucoup aider aussi, donc c'est une conseil de femme, donc je pense que... non, mais je suis pas par là, donc, ouais. Mais c'est vrai aussi, parce qu'il y a pas mal donc des gens comme Josué qui aident bien des gens à sortir de leur coquille, à briser la glace pour voir la lumière au bout du tunnel. Et donc j'ai pas de conseil à donner aux femmes noires. Moi, je pense que premièrement, il y a ça. Deuxièmement, comment dire, je pense que il est aussi nécessaire de se réconcilier avec soi. Pas dans le sens où, non, je vais être nappé coûte que coûte, mais de se dire, mais je n'ai pas du tout à soumettre mon corps dans des pratiques extrêmement délétères. Il y a certaines femmes, notamment ma mère et ma petite sœur, qui a 14 ans aujourd'hui, qui me dit, c'est mon cheveu, je n'ai pas à me placer dans un combat militant. C'est mon cheveu, c'est mon corps réel avec lequel je vais pouvoir vivre.
Premièrement, il y a ça. Et dans l'ère de l'écologie, je pense qu'elles devraient chercher à habiter leur corps d'une manière plus sereine. Je cite Amos, lui, voilà, une très jolie phrase qui dit « L'acceptation de soi est le point de départ de l'épanouissement de son être ». Merci Amos pour cette jolie phrase. En fait, on a un deuxième un sujet qu'elle a relevé, mais avant, c'est pour dire que nous ne sommes pas des sociologues, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des experts. On est de simples étudiants, des gens, mais qui a pris notre courage en main pour toucher des choses que peut-être d'autres personnes ne voient pas, pour dire si. Donc du coup, voilà, on touche des choses. Et moi, j'aime bien si là qu'il y a ce côté où il est passionné par avoir un sujet et il fait beaucoup de recherches. Ouais. Moi, vous m'avez appris beaucoup de choses parce que dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas souvent sur YouTube à part pour voir des choses. Devrais. Voilà. Bon, j'irai. Et je tiens aussi à préciser, je ne suis pas une femme, mais j'ai aussi des porteurs de cheveux crépus, donc je sais de quoi je parle. Et parce que aussi, certaines femmes toujours qui disent que non, on perd beaucoup de temps. Non, c'est faux. J'aimerais bien dire un truc à ce niveau. C'est parce que les cheveux. Enfin, ma mère me le disait et elle me l'a dit même aujourd'hui, bien avant que je ne vienne faire ce live. Ma mère m'a dit c'est parce que les cheveux ne sont pas bien hydratés qu'on a mal quand on tire. Mais quand les cheveux sont bien hydratés, tout passe crème, comme l'on dit vulgairement. Justement, YouTube peut t'informer sur tout ça. En fait, moi, je me dis que en 2018, il n'y a vraiment plus d'excuses de dire que mes cheveux sont trop difficiles à manier. Tu vas sur YouTube, tu tapes comment se démêler les cheveux. Afro 4C. On t'explique ça dans une vidéo en 5 minutes, facile. Et c'est bon. Ouais. Ou sinon, je sais pas, il y a pas mal de studios afro qui donnent pas mal de conseils. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'acceptation de soi. Vous êtes beau, vous êtes belle avec votre couleur, avec votre cheveux, mais une femme blanche aussi, elle est belle, une femme asiatique, elle est belle, une femme maghrébine, elle est belle. Toutes les femmes sont belles et tous les hommes sont beaux parce que je suis chrétien, nous sommes tous des créations de Dieu. Tout à l'heure, Fatma, elle a soulevé un sujet, en fait. Donc, pendant qu'on y est, on va, pendant 10 minutes le dire. Fatma, on t'écoute. Quelque chose qui qui te choque quand les gens le disent. Je vais se dire. Quand les gens me disent quoi? Pour l'accent. Ah oui. L'accent africain, le fameux. En fait, j'ai remarqué une chose, c'était que lorsqu'un Africain avait un accent, c'est hyper mal vu. Les gens le prennent comme sujet de comédie, quoi. On se moque de nous. Parfois, on nous demande, fais l'accent africain, c'est quoi? Montre-moi ton accent. Et une fois que t'as pas d'accent, on te demande, ah, mais toi, t'as pas d'accent, c'est bizarre. Et c'est bien vu. Sauf que quand les autres personnes venant d'autres communautés européennes ont des accents, ils trouvent ça mignon. C'est incroyable. Et c'est un truc qui me choque parce que je me dis que les Noirs, en fait, notre capacité intellectuelle, elle est réduite à notre accent, quoi. Plus tu parles sans accent, plus t'as un niveau intellectuel élevé. Et ça veut dire que quelqu'un qui est parfaitement instruit, qui a un accent, n'est jamais pris au sérieux. Et ça fait mal. Donc je le dis et je le redis, tout est défini en dehors de nous. Même les canaux de réussite sociale, je vous l'ai dit. Et ça ne choque personne. Moi, je le dis comme je le pense, au fait. Peut-être que certaines personnes me trouvent un peu radical, mais je n'ai pas à me cacher. Je dis les choses telles que je le pense. J'aurais du mal à voir Vladimir Poutine épouser une femme africaine, personnellement. Et nous, ça ne nous gêne pas de voir à la tête de nos États, dans les sociétés africaines, des femmes, en gros, qui ne connaissent même pas la réalité du pays et la plupart du temps qui ne représentent pas forcément la féminité de ce pays, de ces pays-là. Et ça ne nous gêne pas. Et pourtant, chez les autres, ça pose problème. Je vous donne l'exemple du prince Philippe, le prince de Monaco, qui était éperdument amoureux, d'après ce qu'on lit dans les médias et ce que même la réalité peut décrire à bien des égards, qu'il était follement amoureux d'une africaine d'origine béninoise. Et il se trouve qu'ils ont eu un gamin, un enfant, eux deux.
Et sauf que la famille royale ne voulait pas du tout d'une négresse comme princesse, quoi. Comme princesse, comme future reine à Monaco. Et ce qui montre également que quand on est première dame, on est censé représenter l'image de la femme, des femmes qu'on dirige a priori. C'est très important. Et nous, l'exemplarité nous est déficitaire. L'acceptation de soi nous est déficitaire parce que tout simplement, on n'est pas habitué à voir des images, on n'est pas habitué à nous projeter vers des images qui nous valoriseraient et qui nous mettraient en avant généralement. Et c'est très important. Je n'ai pas à culpabiliser également ceux qui ont épousé des femmes ou bien des hommes. Non, là n'est pas la question. Chacun son soi. Ouais, chacun son soi. De toute façon, là n'est pas mon propos. Mais je veux juste dire, essayez de comprendre votre histoire et de savoir pourquoi est-ce que les choses se font, car rien n'est anodin dans ce monde. Un mot à dire, c'est un grand merci à chacun de vous, un grand merci à Fatma, un grand merci à Sila. En vrai, on aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais on va arrêter. En fait, c'est parlons peu, parlons précis. Donc, rien à dire. Pour des personnes également qui voudraient, parce que durant mes recherches également, j'ai pu trouver pas mal d'ouvrages quand même qui parlaient de cette problématique-là. Donc il y a 2 ouvrages qui ont été rédigés par le même professeur Willy Morrow, un Africain-américain, Cosmetologic and 100 Years Without Count, 400 ans sans le peigne. Il y a aussi 2 ouvrages qui ont été rédigés par, 3 ouvrages d'ailleurs, qui ont été rédigés par Juliette Esmeralda, afro-caribéenne, martiniquaise. C'est Peau noire, cheveux crépus et Poupée d'Isis qui traite également les problématiques des poupées et aussi du cheveux défrisés aux cheveux crépus pour les femmes justement qui voudraient se lancer dans ce mouvement NAPI. Ou sinon lisez aussi France Fanon, il dit beaucoup de ou les damnés de toute façon c'est une revisite également de la problématique qui était lancée par France Fanon. Donc c'est pas fini, on continue sur Instagram, c'est Jojo s'exprime _8 motivation et la semaine prochaine le live Facebook se fera à Barcelone samedi à Barcelone et le challenge pour le mois prochain ce sera boycotter. Donc c'est un appel à boycotter tout ce qui ne va pas dans votre vie. Je peux rajouter quelque chose? Oui. Boycotter H&M. Voilà, elle veut boycotter H&M, mais moi je vais dire on va boycotter peut-être une addiction, boycotter le découragement, en fait, boycotter tout ce qui vous empêche à réussir, à atteindre le bonheur. Et le 18 novembre, bataille de Vertières, je reçois Wendy Fell, on va parler de Haïti, voilà, et le 11, c'est Café Débat, et on continue parce que c'est 50 Facebook. Juste un instant aussi, je sais que c'est la fin, mais j'avais également une question, parce que tout à l'heure, c'est toi qui posais des questions, mais si tu le permets, j'avais aussi des questions à te poser, en tant que Caribéen, Africain caribéen ou Caribéen. Enfin, j'ai entendu que l'Afrique, elle est décrite d'une manière extrêmement... Enfin, tout le monde sait que dans l'ère des Amériques, la figure africaine elle a été massacrée, ça on est d'accord. Et même si l'africanité, elle est dans vos vies, vous en tant que Caribéens, vous la niez quand même. Sans trust. Ça tire à balles réelles ici. En fait, Sila veut parler, en fait, beaucoup d'Haïtiens, ça je l'avoue, en fait, moi... en général. Oui, mais moi, comme j'ai vécu en Haïti, je vais dire... Beaucoup d'Haïtiens vont dire qu'ils sont pas africains. Ils sont d'origine africaine. Moi, je ne leur en veux pas. Hein. Mais parce que... Oui, vas-y. En fait, donc, du coup, je pense que tout ça, c'est dû à notre histoire. Parce qu'en Haïti, on a eu une histoire, déjà colonisée par des... voilà. Oui, mais après... sur le continent aussi. Mais aussi, je pense que le fait qu'on soit répartis, on est en Amérique, donc du coup, on n'a pas ce côté géographique qui va nous... qui va nous qualifier. Et aussi, l'histoire a dit aussi que soit les Africains ont vendu leur cousin. Et voilà, si tu veux. Enfin, c'est pas des cousins, c'est le frère. J'aimerais aussi rebondir sur ça, juste pour vous dire que pour ceux qui nous regardent et qui se sentent concernés par cette problématique, c'est que des gens qui ont été déportés, ce sont des gens de nos familles respectives. Ce sont des gens de nos familles. Hein. Dans ma famille, par exemple, il y a certaines personnes. J'ai un arrière-grand-parent qui a été déporté et qui a donné une descendance afro-brésilienne.
Et c'est pas parce qu'il a été vendu. Mes grands-parents qui sont restés sur le continent ne l'ont jamais vendu. De toute façon, ils attendaient d'ailleurs son retour. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Ok, donc je vous propose d'écouter le commentaire de quelqu'un qui est un peu expert parce qu'il a fait un mémoire, tout un stage dans ce sujet. On va l'écouter. C'est Wendy Fell. Donc, pour question, voilà, vous aurez sa voix. Bon, très bien. Bien avant de passer mon commentaire, je salue Sila et Fatma. Franchement, félicitations pour l'émission. C'est une très très belle émission, un très très beau sujet. Et je veux répondre à un ami qui a dit quelque chose sur le live. Il s'agit de Dogon Ladive qui a dit noir et bègue, c'est la double peine. Et bon, j'ai eu la chance de répondre pour lui dire être blanc et con, c'est encore quelque chose de plus minable. Bon, et très bien. Il faut le dire, franchement, moi, en tant que Haïtien, je me sens vraiment, vraiment, vraiment africain. Et d'une manière générale, nous, les Haïtiens, nous nous sentons beaucoup plus africains que les Martiniquais, que les Guadeloupéens. Alors, je mentionne Martiniquais et Guadeloupéens juste parce que Fatma a parlé de Antillais. Dans la tête de nos amis Antillais, justement, ils nous excluent des Antilles. Parce que nous sommes haïtiens, nous sommes pauvres, etc. Nous sommes le pays qui a pris son indépendance en 1804, etc. D'après eux, quand on parle des Antilles françaises, exactement, que les territoires aujourd'hui qui sont sur la tutelle de la France. Donc, nous, Haïtiens, nous nous sentons beaucoup plus africains que les Antillais, que nos amis Martiniquais et Guadeloupéens. C'est ce que je voulais dire. Je ne veux pas entrer dans le débat, mais en passant, je veux seulement dire à Josué que non seulement que j'ai préparé mon mémoire sur la réparation de la traite, actuellement je m'engage, ma thèse sera sur la réparation de la traite négrière transatlantique et l'esclavage. Bon, on dit merci à... Donc j'aimerais aussi, juste un instant, si tu permets. Juste un instant. C'est Marie Condé disait, qui est aussi antillaise, que j'ai beaucoup lu donc durant mon enfance. Et elle disait dans un de ses ouvrages que ils ont réussi à nous enlever à l'Afrique, mais ils n'ont jamais réussi à enlever l'Afrique à nous. Ouais. Et je pense que c'est une phrase qui a tout son sens. Bon, on n'a pas divagué, on est là, vu que quand on est passionné, on ne compte pas l'heure. Et il y a Fatma qui veut finir pour répondre à Victorine. Un grand bonjour à Victorine. Je te fais un gros bisou, Victorine. Voilà, tu réponds, Victorine. Je viens de voir une question qui disait que la confiance de soi venait du fait d'accepter ses cheveux crépus, et donc la personne disait que si une personne décidait de se coudre des faux cheveux sur la tête, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas confiance en soi? Je n'ai jamais dit que le fait d'avoir des cheveux crépus se limitait, c'était avoir confiance en soi, ou c'était que ça, la confiance en soi. Le fait de se coudre des faux cheveux sur la tête, je juge pas les gens qui le font. Parfois, j'ai envie de le faire pour protéger mes cheveux, mais je le prends dans un mauvais sens. Dans le cas où la personne n'assume absolument pas ses cheveux. Du moment où tu n'assumes pas tes cheveux, est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Si tu décides de te coudre des cheveux sur la tête parce que tu veux les protéger, là, ok, on peut dire que, ouais, elle a confiance en elle, mais elle veut protéger ses cheveux. Mais dire que j'ai des cheveux crépus et le fait de mettre des tissages, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi. J'ai jamais dit ça. Faudrait pas déformer les mots. Bon, voilà, merci à chacun de vous, merci à Wendy qui toujours là pour nous, comme on dit, c'est Wendy Fell, bien fait, petite bondia, et merci à Tatamo et merci à François Anastasio qui est toujours là avec nous pour apporter son soutien. Donc, je vais vous dire, passez une bonne soirée. Les fans de Real Madrid, ne pleurez pas trop. Et bonne soirée, bonne semaine et bonnes vacances aux étudiants à Strasbourg. C'est les vacances, une semaine de vacances. Et
Merci. Merci à toi. Et comme je dis toujours, vivez pour vos rêves, brillez par vos qualités, car tout commence par vous et finit par vous. Jojo s'exprime.